fait échec roi. Les échecs se sont joués comme ça, de 600 à 1500, pendant presque 1000 ans, 900 ans. Et il y avait toute une morale qui était associée à ça. Une morale qui tenait à dire que, avant que les pièces soient mises dans l'échiquier, elles sont toutes dans le sac et elles sont toutes égales. Ça veut dire que les hommes sont tous égaux avant de naître. Bienvenue dans Le Grand Jeu, l'émission où on va parler de jeux de société créés à l'époque du Moyen-Âge. Dans chaque épisode, nous allons nous concentrer sur un jeu en particulier qui a été créé ou qui a évolué à cette époque-là. Et nous parlerons également d'un jeu de société moderne qui a pour thématique l'ère médiévale. Je suis Lola Estève, spécialiste du jeu de société, et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir comme invité Jean-Luc Cazot, qui est historien du jeu médiéval et qui va nous parler aujourd'hui des échecs. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie. Tu es donc ici parce que tu es historien du jeu médiéval. Tu as écrit des livres que tu as amenés. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, rapidement, parce que tu as écrit beaucoup de choses. Oui, j'ai écrit plusieurs livres. Bon, j'ai une passion pour les jeux. Hein. Je joue, j'invente des jeux et voilà, je suis peut-être un peu historien des jeux, en effet. Bah, moi, j'ai lu certains de tes articles et écrits et effectivement, c'est le cas, c'est très riche. Merci. Du coup, tu veux nous parler un peu rapidement, présenter tes livres ça parle des échecs, ça parle aussi des tables, ça parle... Oui, alors j'ai beaucoup écrit sur les échecs en particulier, un peu aussi sur les jeux de course qu'on verra peut-être dans une autre émission, tous les ancêtres du backgammon. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler des échecs, le jeu des échecs. Alors, tu as aussi amené ton jeu, alors, on verra un petit peu les règles plus tard. C'est un jeu un peu particulier, je vais expliquer. Il ne ressemble peut-être pas à la forme que connaissent nos téléspectateurs. Oui, c'est intéressant. Du coup, ce qu'on peut dire sur les échecs, c'est que ça a été écrit en 600, plus ou moins. Alors voilà, ça a été... déjà, il faut savoir que l'origine des échecs est très très controversée. Il y a des gens sur Internet qui se font la guerre pour savoir si les échecs viennent d'Inde, de Perse, de Chine ou d'ailleurs. Bon, ce qu'on entend le plus souvent, c'est qu'ils viennent d'Inde vers l'an 500. Et en réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est un peu de la légende qui se perpétue. La première fois que les échecs apparaissent dans l'histoire, c'est vers l'an 600 et ça avait des textes en perse. Okay. Mais c'est compliqué parce que le premier texte dit que justement ils viennent d'Inde. Bon, mais en Inde, on n'en trouve pas encore la trace, elle vient un petit peu plus tard. Il y a aussi une forme d'échec qui est un peu différente en Chine et qui, par bien des aspects, paraît même antérieure. Donc voilà, Chine, Inde, Perse. Moi, je résume en disant que les échecs sont un jeu asiatique qui sont nés quelque part sur la route de la soie. Voilà. Donc l'an 600, et qu'il se passe quelque chose dans ces zones-là, c'est que il y a Mahomet qui arrive, 630, puis les armées arabes prennent l'empire perse et adoptent le jeu des échecs, qu'elles appellent le chatranj. Puis c'est l'empire arabe qui se développe, l'Égypte, l'Afrique du Nord, l'Espagne. Et vers l'an 1000, le jeu d'échecs arrive dans la chrétienté par l'Espagne, par la Sicile, donc au contact entre les Arabes et les premiers chrétiens. Voilà. Et pour résumer encore l'histoire du jeu, donc là on est vers l'an 1000 quand les échecs apparaissent en Europe, et les règles ne vont pas bouger, je vais les expliquer après, c'est des règles qui sont un peu anciennes, jusqu'à une grosse révolution qui se passe à Valence, en Espagne, vers 1475. Donc voilà les périodes 600, le jeu d'échecs est créé, les règles ne bougent pas pendant presque 1000 ans. Ce qui est fou. Et depuis, ce qui est fou. Et c'est pas un jeu très intéressant. Et puis une grosse révolution à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, et les échecs, ils deviennent les échecs modernes que l'on joue aujourd'hui.
Alors du coup, tu nous as amené des pièces que tu as fabriquées, Oui, crois. alors je me suis amusé à fabriquer moi-même des pièces telles qu'on pouvait les trouver au Moyen-Âge. Alors, sachant que du coup, c'est pas non plus un plateau qui ressemble à celui qu'on trouvait au Moyen-Âge ou celui même bien avant plutôt. C'est-à-dire qu'avant que ça arrive en Europe, l'Europe actuelle, le plateau il ressemblait pas à ça. Voilà, tant que le jeu reste dans le monde musulman, le plateau est unicolore. Ouais. Il y a juste que des lignes, des colonnes, mais les cases sont toutes de la même couleur. En l'an 1000, lorsque les échecs arrivent en Europe, subitement, on voit que c'est l'apport des Européens. Ils ont quadrillé les cases en deux couleurs. Donc quelque part, ce plateau, il n'est pas très différent, je pense, des plateaux qu'on aurait pu trouver à l'époque. Et les pièces, par contre, sont restées... il y avait deux sortes de pièces. Des pièces très richement décorées, et puis des pièces plus pour tous les jours, avec un motif abstrait. Et ces motifs ont été inventés par les musulmans, et sont restés en usage en Europe, qui les ont adoptés. Et donc, je vais peut-être un peu vous expliquer ce qu'il en était. C'est l'idée. Après, du coup, en Asie, c'était pas ces pièces-là que tu vas nous présenter maintenant? On ne sait pas, en fait... Si. Les pièces musulmanes étaient pratiquement similaires à celles qu'on a eues en Europe. Donc en 600, ça ressemblait déjà plus ou moins à ce que tu vas nous montrer. Et d'ailleurs, elles n'étaient pas blanches et noires comme on peut trouver aujourd'hui, elles étaient plutôt rouges et vertes. C'est ce que j'ai voulu représenter avec ces pièces que j'ai fabriquées moi-même selon les formes. Oui, sachant que du coup ça représente assez bien ce que j'ai pu voir dans les photos, dans les livres plus précis en fait. Oui. Donc voilà, c'est quand même assez représentatif de ce qui a pu exister à une époque ou de ce qu'on peut trouver dans les musées. Complètement, oui. Donc pour expliquer, au centre on va trouver un roi et une reine qui ont une forme de trône. En fait, cette forme bizarre représentait le trône. Donc le roi était assis sur son trône. Alors, à l'origine, il n'y avait pas de reine dans les échecs. Les musulmans n'avaient pas mis une reine en jeu. Il y avait un vizir. Un vizir, ils appelaient ça ferz en arabe, qui accompagnait donc le roi qui était le chat. Voilà, donc le chat et le ferz à côté. Donc il est un peu plus petit. Et j'expliquerai tout à l'heure les règles, on verra comment il jouait. De part et d'autre de ce couple, il y avait deux éléphants. Alors on le voit dans la forme de la pièce, parce que c'est une pièce avec deux protubérances qui sont censées représenter les défenses de l'animal. Donc c'était l'éléphant. Après, à côté, il y avait des chevaux, qui sont devenus chez nous des cavaliers. Il y avait des chevaux. Là, pour le représenter, il n'y avait qu'une seule protubérance. Et des fois, il faisait les yeux, là, comme j'ai fait. Donc on voit l'éléphant, il y a deux protubérances, et le cheval, il n'y en a qu'une. Et puis sur les flancs, il y avait... ce qui est devenu la tour chez nous, mais qui s'appelait le rouk en arabe, et que les chrétiens n'ont pas compris ce que voulait dire un rouk, qui signifiait un chariot en fait, parce que c'était une pièce très mobile qui représentait l'officier qui va se déplacer sur les flancs. Et rouk, c'est devenu roc. D'ailleurs en français, quand on roque entre le roi, donc le reine, ou les Anglais appellent ça toujours rouk. Donc le mot est resté. Et puis un roc, ça signifie la pierre pour nous, et la pierre, c'est ceux dont on fait les tours les plus imprenables. Donc de roc, on est passé à la notion de tour. Mais la pièce représentait un chariot, il faut représenter, voilà, on peut imaginer le chariot qui avance comme ci ou comme ça. Et puis le pion, tout simple. Alors après, les règles des musulmans, et qu'une fois de plus, l'Occident chrétien a gardé pendant 500 ans, ils les ont pratiquement changées, les règles étaient un petit peu différentes. Le roi bougeait pareil, une case dans toutes les directions, il était identique. Le cavalier était déjà pareil, il sautait donc en L, une case droite, une case en diagonale, et chaque fois, il change de couleur. Voilà. Lui était le même. Par contre, ce qui est devenu la dame, la reine, qui était le vizir à l'origine, lui ne pouvait pas être plus fort que le roi. Oui, donc il bougeait que d'une seule case en diagonale. Et c'est rigolo parce que c'est assez politique en fait, ça traduit pas mal de choses. Ah oui, tout à fait. Parce que le roi, lui, bougeait sur toutes les cases, donc il peut aller sur les 8 cases autour de lui, alors que son vizir,
ne pouvait bouger que sur 4, toujours en diagonale. Et ça fait un jeu qui est plus faible finalement. Ah, beaucoup plus faible, parce que on le voit de suite, le vizir ne peut pas atteindre toutes les cases. S'il est là, il ne pourra jamais aller sur les noirs. Donc il n'atteint que la moitié des cases de l'échiquier. Alors lorsque le jeu a été adopté par les chrétiens vers l'an 1000, ils n'ont pas compris ce que voulait dire ce mot ferz, voilà, ce vizir. Et ils ont dit, c'est quoi qui est à côté du roi? Ce qui est à côté du roi, forcément, c'est une reine. Et c'est comme ça que, dès que le jeu arrive en Europe, le premier texte européen qu'on a vers l'an 1000, il parle déjà d'une reine. Mais la reine est très faible, elle bouge que d'une case diagonale. Et ce n'est qu'à la fin de la Renaissance, comme je disais tout à l'heure, en 1475, en Espagne, sous peut-être l'influence du jeu de dames, qui est un autre, que ces joueurs-là se sont mis à faire un jeu où la dame pouvait aller dans toutes les directions à loisir. Mais pendant tout le Moyen-Âge, ce n'était pas le cas. Ouais. Et puis, je n'ai pas évoqué cette dernière pièce, l'éléphant. L'éléphant, lui, c'est, en arabe, éléphant se dit fil. Donc, avec l'article arabe al, ça donnait al-fil. Et d'ailleurs, les Espagnols appellent toujours cette pièce el al-fil. Donc, quelque part, ils disent l'éléphant. Voilà. Donc, c'était de fil, c'est passé à al-fil. Et fil, quand c'est passé dans la France, et notamment la Provence, fil est devenu folle. Et folle, c'est devenu fou en français. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le fou. Par contre, dans l'Europe du Nord, quand ils ont vu cette pièce avec les deux protubérances, un éléphant, ça ne leur parlait pas, aux Allemands, aux Anglais et tout. Ce qu'ils ont vu là, c'est la mitre d'un évêque. Ça leur faisait penser à ça. Et c'est l'origine du bishop dans l'Europe du Nord. C'est pour ça que les Anglais jouent avec un bishop, que les Français jouent avec un foal. Mais les Russes jouent toujours avec un slon. Et slon, c'est l'éléphant en russe. Et c'est drôle, les évolutions à cause de traductions qui sont parfois un petit peu décalées, un petit peu à côté, quoi. Un petit peu à côté, voilà. Alors cette pièce, cet éléphant, ou ce foal déjà dans l'Europe médiévale, elle est très très faible. Elle saute à 2 cases en diagonale. Et donc on voit tout de suite qu'elle ne peut pas aller partout. Par exemple, là, elle ne peut pas aller ici. Elle ne pourra non plus jamais aller là, parce que voilà, elle tournera toujours autour. Et l'éléphant ne fait que 8 cases dans l'échiquier. Et remarquez aussi que l'éléphant ne croise jamais l'éléphant d'à côté. Et il ne peut non plus jamais croiser les autres éléphants. Donc chaque éléphant ne croisera jamais les autres. Donc ça a donné un jeu très très faible et très très lent. Alors, en fait, ce qui est fou, c'est que les règles n'aient pas bougé pendant autant de temps. Alors qu'effectivement, les parties étaient très très longues, d'après ce que je crois. On s'ennuyait beaucoup, il y avait vraiment des blocages stratégiques. Et que je crois que du coup en Europe, on pouvait jouer les pièces avec les dés. Oui, c'était tellement ennuyeux que les gens souvent jouaient soit comme ça, mais s'ils avaient des dés, ils aimaient bien jouer avec des dés, parce qu'on voit qu'il y a 6 pièces différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 différentes. Donc dans un dé, il y a 6 faces. Il suffisait de dire que quand on tire un 1, on bouge un pion. Si on tire un 6, on bouge le roi. Un 5, la dame. Un 4, l'éléphant, etc. etc. quoi. Donc on pouvait jouer aux dames. Avec des dés. Parce qu'effectivement, le jeu était très lent. Le pion avançait que d'une case. Comme j'ai dit, la dame que d'une seule case aussi, et l'éléphant, il sautait. Alors, les Européens, ça les a quand même embêtés. Ils ont cherché des façons d'accélérer un petit peu. Et c'est eux qui, les premiers, ont dit qu'on pourrait bouger un pion en le faisant sauter de 2 cases. Mais la dame aussi avait le droit de sauter de 2 cases au départ, et le roi également. Et d'ailleurs, ce saut de 2 cases du roi est resté chez nous quand on rock, puisqu'on fait avancer le roi de 2 cases et on met la tour de l'autre côté. Voilà. C'est l'origine du rock. Mais malgré ces innovations, le jeu était très lent. D'ailleurs, on peut s'amuser, si tu veux, Lola, à jouer tout en parlant. On en fera un petit début de partie quand tu auras fini de parler de tous ces changements. Parce que je non, au contraire, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que tu es là. Mais du coup, c'est rigolo. Alors, ce truc du hasard, est-ce que ce serait s'en remettre au dieu quand on lance les dés, il y a un peu quelque chose de ça, ou c'est juste de l'ennui Non, cette notion-là, on ne la trouve pas dans les échecs. On la verra plutôt peut-être dans une autre émission quand on parlera des jeux de table. Mais là, vraiment, c'est plus qu'il faut jouer. Oui, alors c'est un jeu qui... qu'est-ce qu'il représente? Dès le début, c'est quand même une bataille, puisqu'on va trouver le roi, son assesseur, devenu la reine après, et ce que représentait l'éléphant, le cavalier et la tour, qui était donc un chariot, c'était les unités de l'armée. Donc c'est quand même un jeu d'affrontement, c'est une bataille.
Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, les chevaliers aiment bien y jouer, ils retrouvent quelque chose de martial. Mais comme le jeu est très lent, il y a même très très peu de stratégie dedans. C'est un jeu finalement où on peut engager la bataille contre une dame. Et c'est un jeu également de séduction. On appelle ça les échecs courtois. On aimait bien jouer contre une dame et puis peut-être qu'elle avait un peu l'occasion de gagner. Voilà. Et puis c'était l'occasion de discuter, d'apprendre à se connaître. Absolument. Et c'est rigolo. Voilà. Alors du coup, échecs courtois chez les nobles, chez tout le monde? Oui, plutôt chez les nobles, parce qu'on voit que ce jeu demande quand même un certain matériel. Il faut avoir un plateau, c'est pas quelques traits posés sur le sol, il faut un plateau, il faut toutes ces pièces, il faut les conserver, parce que si on en perd une, on ne peut plus jouer. Et donc ça a toujours été un jeu quand même de nobles, de riches. Ça se jouait plutôt dans les châteaux. Dans les châteaux. Les tavernes ne jouaient pas ça. Les tavernes jouaient au dé, voilà. Donc c'est un jeu plutôt de plateau. D'accord, et c'est comme ça en fait qu'on a retrouvé justement des pièces, comme tu disais tout à l'heure, qui pouvaient être un peu plus façonnées avec plus de richesse, voire des plateaux avec des pierres précieuses. Tout à fait, oui. Voilà, même dans les pièces abstraites comme ça, on en trouve beaucoup réalisées en cristal de roche, donc des pièces magnifiques. Et puis les artistes s'en donnaient à cœur joie. On connaît des jeux comme le jeu de Charlemagne qui est conservé à la Bibliothèque nationale à Paris, ou bien les fameuses pièces de Lewis qui sont au British Museum à Londres. On trouve des pièces beaucoup plus figuratives, où on va trouver soit des vrais éléphants, ou on va trouver des vrais cavaliers. Voilà. Et en parlant de ce qu'il peut y avoir comme pièces, comme formes différentes, je crois savoir que chacune peut avoir une signification, comme une place dans la société. Oui. C'est une théorie, ça peut-être, en fait? Non, c'est une réalité. D'ailleurs, je vais montrer. On trouve des livres, par exemple celui-ci, où on a un autre historien, Jean-Michel Mel, qui a fait tout un livre pour expliquer ceci. Effectivement, au Moyen-Âge, certains se sont mis à représenter chacune des pièces, mais y compris les pions, par des métiers. Donc on avait le roi, on avait la reine, on avait les ministres qui étaient à côté, les chevaliers, et puis chaque pion était un métier, je ne sais pas, le boucher, le boulanger, voilà. Et il y avait toute une morale qui était associée à ça. Une morale qui tenait à dire que, avant que les pièces soient mises dans l'échiquier, elles sont toutes dans le sac et elles sont toutes égales. Ça veut dire que les hommes sont tous égaux avant de naître. Mais qu'une fois qu'ils sont posés dans l'échiquier, la symbolique, c'est qu'ils prennent leur place dans leur vie, dans la société, et il ne faut pas les bouger. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Donc pas de révolution. Voilà. C'est vraiment un jeu de noble. C'est un jeu de noble. Et c'est les échecs moraux. On appelait ça d'ailleurs les moralités. Il y avait des livres au Moyen-Âge qui ont été beaucoup recopiés, que les moines ont recopiés, qui traduisaient ça et qui essayaient de montrer pourquoi la société était parfaite et qu'il ne fallait pas la bouger. Elle était aussi parfaite que le sont les pièces mises sur leur plateau. Les échecs, c'est drôle. Tu parles des moines, mais par contre, je ne crois pas qu'ils jouaient aux échecs. Ils jouaient, si, certainement, ils ne jouaient pas qu'à ça. Le jeu, pour les moines qui étaient vraiment les intellectuels de l'époque, je pense que les échecs étaient un peu en dedans. Donc ils avaient des jeux plus compliqués, comme la rythmomachie, des jeux qui faisaient appel à la science des nombres, à l'algèbre, qui étaient beaucoup plus compliqués. Ça, c'était un peu trop simple peut-être pour les moines. C'est vraiment un jeu pour les châteaux, pour les chevaliers peut-être un peu bourrus, et puis les courtisanes qui étaient... c'était pour occuper la noblesse, en fait, finalement. Oui. La rythmomachie, c'est ce jeu où on va faire des multiplications, enfin on va faire... C'est ça, la rythmomachie, en gros, ça se joue sur un échiquier qui est le double, qui fait 2 fois ce plateau, avec des pions qui sont différenciés aussi. Il y a des triangles, des carrés, des ronds, et chaque pion possède un nombre inscrit dessus. Et les moines devaient les approcher en faisant des opérations mathématiques. Par exemple, on approchait un 3, un 5 près d'un 15, et le 3 et le 5 prenaient le 15 parce que 3 x 5, 15. Mais ils faisaient tout type d'opération, et même c'est assez surprenant parce que ça allait assez loin dans l'arithmétique, qui nous vient également du Moyen-Âge.
Donc on a souvent cette idée que le Moyen-Âge est une époque obscure, on les imagine presque en peau de bête, mais pas du tout, au contraire. Oui, c'est pas le cas, et pour plein de sujets. Je pense que ça, c'est un truc qu'on voit c'est une époque où il n'y avait pas que des guerres, par exemple, entre musulmans et chrétiens. Il y avait aussi beaucoup de mariages, des croisements, des échanges. Les savants européens allaient étudier dans les universités qui étaient dans le sud de l'Espagne. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup d'influences. Non, c'était une époque de grande culture, au contraire. Mais justement, c'est comme ça, en fait, que sont échangés, sont arrivés, en fait, beaucoup de jeux en France, en fait. Oui. Enfin, en France, en Europe. Bien sûr. Ouais, oui. Donc c'est plutôt heureux comme période, quoi. Ouais. Enfin, en termes de culture, en tout cas. Mais du coup, est-ce que ça te dit qu'on essaye de jouer avec ces règles? Voilà, on peut... Moi, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore testé. On peut essayer un petit peu. Hein. Donc, le pion va avancer... que d'une case? Non, il peut avancer de deux au Moyen-Âge. Okay. Donc, une ou deux. Il prend toujours en diagonale, comme aux échecs modernes. Donc, le cavalier, c'est pareil. Ça se joue comme une tour. Le roi comme un roi. La différence, c'est donc la dame va bouger que d'une case en diagonale. Et l'éléphant... l'alfil, l'offin, le fou, que de deux. Voilà. Ok. Je sais pas, tu veux commencer? Non, tu dois commencer. Je dois commencer priori, voilà, parce que je suis rouge? Oui. Ah oui, parce que je suis là en fait. C'est le blanc en fait de nos jeux. Donc là, tu as le pion du roi, si c'est lui que tu cherches. Je vais plutôt bouger comme ça. Alors la grosse différence avec nos échecs modernes, c'est qu'il n'y a pas un fou comme nous qui va en diagonale ou une dame qui va partout. Donc il y a très peu de danger. Et un mouvement classique au Moyen-Âge, c'était de faire déjà un saut du roi, de deux cases. Oui, parce que comme ça, le roi était devant ses troupes comme à la bataille. Voilà. D'accord. Et il ne craignait pas grand-chose. Bah oui, ok. On n'a pas peur de se faire prendre son roi. Voilà. Et c'est quand même très voilà, étonnant. Donc, moi jamais, alors je suis pas très bonne aux échecs, mais toi tu sais ce que tu fais là, donc... non, pas du tout. Donc alors moi je pourrais bouger mon fou de 2 là. Oui, tu peux. Bon, je vais le sortir quand même pour faire un peu peur à ton roi, bah non, je aussi. Voilà, tu peux, bon... Tu as tellement d'assurance, mais je trouve que ça fait partie de... Non, ça absolument fait partie de... J'ai le droit de sauter là par exemple, j'aurais le droit de venir là, ça me servira à rien vu que tu me mangerais, mais... Mais non, parce que tu me reprendrais après, donc tu pourrais le faire. Je vais plutôt faire comme ça. Et ça, t'as pas le droit. Ah oui, je suis bête, donc je vais plutôt faire comme ça. Voilà, tu as le droit de faire ça. Donc là, tu viendrais me manger ce pion, mais tu le feras pas, parce que je te reprendrai. Par contre, moi, là, je peux te manger celui-ci. Voilà. C'est troublant. Oui, c'est troublant, parce que alors, je suis pas une professionnelle, tu vois, mais j'ai souvent joué aux échecs, donc là, d'un coup, c'est plus tout pareil. Je pense que si des joueurs modernes nous voient jouer, ils doivent trouver qu'on joue bizarre. Ouais. Il y avait aussi cette notion d'échec où on est obligé de prendre, on est obligé de se déplacer. Si je te mets échec au roi, tu es obligé de déplacer ton roi. Après, l'échec au roi était la même chose. Oui, on n'avait pas le droit de mettre son roi en échec, ni de l'y laisser. D'accord. En cas d'échec, il faut l'enlever. Je vais encore faire 2-3 déplacements, quelque chose comme... Une autre anecdote, peut-être, le nom du jeu est intéressant. Parce que chez les Arabes, ça s'appelle le chatrange. À cause du chat. Voilà, c'est le jeu autour du roi, et ça s'appelle le chatrange. Chatrange, ça s'est déformé en ajedrez en Espagne, et c'est devenu l'ajedrez dans l'espagnol moderne. Par contre, et je crois que c'est xadrez en portugais, c'est les deux seules langues européennes qui ont gardé le nom arabe. Par contre, les pièces, lorsqu'elles sont arrivées en Europe, les Européens ne savaient pas comment les appeler. Ils ont compris que ça, c'était le chat. Chat, d'ailleurs, il y a un H à la fin, ça doit se prononcer char. Char, ça est devenu chac. Okay. Et chac, ils l'ont mis au pluriel, puisqu'il y avait plusieurs pièces. Et c'est de chac qui a donné le nom des échecs dans toutes les pièces, parce que chac est devenu les échecs en français, les escacs en occitan, chess en anglais. Et du coup, ça n'a pas de rapport avec, je sais pas, un quelconque échec, par exemple Non, alors je pense, je suis pas du tout, comment on appelle ça, un étymologiste, mais j'avais quand même un peu regardé. Je pense que le mot échec en français vient du jeu des échecs, parce qu'on fait échec au roi.
Ah oui, Voilà. bien sûr, on le met en Et échec. donc, être un échec au roi, c'est donc le roi est un peu un échec. Je pense que le mot français échec Oui, c'est vient possible. du nom des échecs. Oui, c'est vrai, c'est Jeu, rigolo. jeu du roi ou roi des jeux, voilà, comme a dit mon ami Jean-Michel Péchinet, il a fait un livre là-dessus, le jeu des rois, roi des jeux. Tout à fait ça. Alors les échecs se sont joués comme ça, pendant de 600 à 1500, pendant presque 1000 ans, 900 ans. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, on arrive, c'est presque la Renaissance, et c'est un bouillonnement intellectuel. D'accord. Et notamment dans l'Espagne, l'Espagne qui est divisée entre Castille et Aragon, c'est l'époque des rois catholiques, Ferdinand d'Aragon épouse Isabelle de Castille. Il y a toute cette ébullition qui se font, et en particulier dans le royaume d'Aragon, à Valence, qui est un royaume méditerranéen, qui est très ouvert. Il y a un fort milieu d'intellectuels, et beaucoup de gens se sont retrouvés là. Alors, notamment, c'est quand même l'Espagne, avec l'Inquisition. On embête un peu les Juifs de l'époque, qui ont les forces à se convertir, c'est des conversos. Ce qui veut dire que c'est des gens qui vont à la messe le dimanche catholique, mais qui, chez eux, pratiquent encore le rite judaïque. Bientôt, on va interdire aussi l'islam en Espagne avec la Reconquête. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont partis d'Allemagne, notamment des imprimeurs, et qui se retrouvent en Espagne. Donc il y a tout un milieu intellectuel, et ces gens-là jouent. Ils jouent, et les échecs, ils voient bien que ça les ennuie. Et sous l'influence d'autres jeux, ils décident que cet alfil-là, qui est pénible parce qu'il fait toujours que 2 cases en diagonale, il va bouger à loisir sur les diagonales, un peu comme la tour bouge à loisir sur les lignes et les colonnes. Il va être plus dangereux, et donc ça va il va être plus dangereux, et ils vont le faire aussi pour la dame. Et alors on a dit c'est l'influence d'Isabelle la catholique. Bon, moi je pense que tout ça c'est des salades, mais ils ont changé, c'est plus ludique je pense. Oui, parce que c'est ça, c'était une sorte d'impératrice un peu, elle avait beaucoup de pouvoir, et du coup on disait que ça pouvait traduire... C'est un peu le romantisme des historiens, c'est pas prouvé ça, c'est pas prouvé. Il y en a qui ont dit c'est Jeanne d'Arc, Isabelle la catholique. Je crois qu'ils n'ont pas besoin vraiment de modèle. C'était des joueurs, donc ils ont inventé quelque chose qui était plus ludique. Puis il y avait le jeu de la dame aussi, des dames, qui s'est aussi modernisé à l'époque. Et donc la dame subitement se met à pouvoir aller sur toutes les lignes et les colonnes. Alors ça change tout, parce que du coup ça devient très dangereux de mettre le roi en avant, alors on ne va plus le faire. Et puis surtout le petit pion, qui quand on va arriver au bout, avant il se transformait dans un simple vizir ou une dame qui jouait qu'à une case, c'était pas très, très dangereux. Puisque là, le petit pion, il se met à se transformer dans la pièce qui est la plus importante. Donc, ça bouleverse complètement le jeu. Et puis là, ça va très vite. Pourquoi ? Parce que on est en 1475. Ils inventent ce jeu. Il y a un premier livre qui surgit. Et là, les rois catholiques, mal conseillés ou pour récupérer de l'argent, ils décident d'expulser les Juifs. Donc, tous les Juifs fuient, ils prennent des bateaux, ils vont en Italie, ils vont en Provence, à Marseille, ils vont à Naples, ils vont à Rome, et ils amènent ce jeu. Et comme il y a plein d'imprimeurs avec eux, c'est le début de l'imprimerie, Gutenberg c'était quelques années avant, eh bien, les nouvelles règles vont se répandre, c'est une traînée de poudre, et toute l'Europe se met en moins de 100 ans à abandonner les vieilles règles et à adopter les nouvelles. Et ils appellent ça le jeu de la dame enragée. Arrabbiata. Voilà. Enragé parce que ça prouvait bien qu'il maîtrisait mal cette pièce qui pouvait bouger partout. C'est fascinant, Jean-Louis. Voilà. Merci beaucoup. J'avais déjà écouté cette histoire et je suis ravie que tu l'aies fait pour l'émission. Je te propose de jouer à un jeu un peu plus moderne, mais tout aussi intéressant. Jean-Louis, j'avais envie de jouer avec toi à ce jeu auquel nous avons déjà joué pour l'émission, qui s'appelle Fantasy Realms de Bruce Glasgow et qui a été édité chez Don't Panic Games, qui est un jeu, comme tu peux le voir, où il y a un roi, c'est un jeu avec des personnages du Moyen-Âge et qui vont aussi être un peu parfois magiques, c'est du médiéval fantastique. D'accord. On va jouer avec des cartes qui sont du coup des rois, des reines, des impératrices, des guerriers et qui vont jouer dans des marais avec des dragons, des choses comme ça. Ça se joue juste avec des cartes et sur ces cartes en fait il y a des points et des combos. L'idée c'est qu'en fait au début on va construire son deck, je vais expliquer comment, puis ensuite on va juste compter les points à la fin de la partie. Et sur ces cartes on a différentes sortes de choses, on a un titre, là c'est une inondation, les points, 32 points,
vague, c'est la famille. Ah oui. Et après, il y a une info ici. Et donc si j'ai ça dans ma main, en fait, j'aurai 32 points à la fin de la partie. Mais par contre, il y a un malus. Ça masque toutes les armées, tous les terrains, sauf la montagne, et toutes les flammes, sauf l'éclair. D'accord. Donc on sent que ça masque plein de trucs. Oui. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose qui empêche d'utiliser ce malus, par exemple. Enfin bon, voilà, on va essayer de comboter. Sachant que oui, masquer, ça veut dire annule la carte. Oui. Et là, par exemple, on a un orage à 8 points, c'est un climat, et j'ai plus 10 points pour chaque vague. Donc, par contre, voilà, là peut-être ça indique en fait les points que je vais perdre ici, parce que j'ai quand même 10 points de vague. C'est des petites choses comme ça. Dans l'idée, à ton tour, tu peux démarrer. On va construire son deck, donc tu pioches 2 cartes. Je pioche 2 cartes. T'en choisis une parmi 2. Et j'en rejette une. C'est ça. D'accord. Donc je rejette par exemple ici le dirigeable, qui est une carte qui vaut beaucoup de points, 35 points, c'est une arme. Et elle est masquée, c'est-à-dire elle ne compte pas, sauf si on a déjà une armée. C'est ça. Voilà. Moi, effectivement, au tout début, on ne peut pas trop savoir ce qu'on va faire avec ça. On construit son deck. On construit son deck. Moi, je fais la même chose. Maintenant, je peux soit piocher 2 cartes, soit prendre celle-ci. Oui. Donc, je vais d'abord piocher 2 cartes. Et je vais jeter un marécage. Pareil, qui a un petit malus pour les armées et les flammes. Très bien. Donc moi, j'en veux aucune des deux, donc j'en pioche 2 ici. Ça, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait construit notre main à 7 cartes. Très bien. Donc je laisse la rune de protection qui efface le malus de toutes les autres cartes. Donc elle a peu de points, mais elle a un pouvoir important. Ouais, ça peut être très chouette ça quand même. Et oui, mais tout est très chouette. Je pense que ça va être récupéré ça à un moment. Je vais... Parce que le sorcier... Ah ouais, ça va bien ensemble, du coup je vais jeter ça. Je vais jeter une créature en destrier. Comme plus 14 avec n'importe lequel des seigneurs ou sorciers. Bien. Moi pour le moment c'est pas encore dingue ce que je suis en train de faire. Moi non plus. Je jette l'élément d'eau. Plus 15 pour vague. Alors sachant qu'il y a un marécage à 18 points ici là. Ah oui, la vague c'est la famille, hein. D'accord, oui. On commence à avoir des cartes qui sont chouettes à récupérer dans la défausse. Ah oui. Si j'avais eu celle-ci et que j'avais gardé ça, celle-ci aurait marqué 4, plus 15 parce que j'avais 5. C'est ça. Je jette un élémental d'air. Il y a plus 15 pour chaque autre climat. Moi, j'arrive pas à me décider à prendre des cartes qui sont sur la table. C'est marrant. En fait, il y en a qui vont bien entre elles, mais il faut que tu voilà, avec ton jeu aussi. Donc je jette celle-ci, le dragon. Le dragon. Bon, moi je récupère le dragon. Tu vois, je commence là. Les hostilités. Du coup, c'est à toi. Peut-être que toi, je vais te jeter, je sais pas. Je jette celle-ci. Ouais, on peut changer la famille d'une autre carte. Ça peut être vraiment très très chouette. Hop, moi je vais jeter une impératrice. 15 points, et il y a plus 10 pour chaque armée. Et moins 5 pour chaque autre seigneur. J'ai pas très envie d'avoir d'autres seigneurs dans le point impératrice. Me plaît pas ça. T'aimes pas? Non. Ça dépend des fois. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein d'axes de stratégie différents. Des fois, tu peux te faire des jeux où tu vas avoir plein de cartes qui font perdre beaucoup de points, sauf si tu tombes sur une carte et il y a un côté un peu stop ou encore je tente. Alors, caverne, plus 25 avec l'infanterie naine ou le dragon. Oui, j'ai plus 25 ou le dragon. J'ai envie de le prendre du coup. Hop. Donc là, je suis à 6 cartes, donc tu vas être bientôt à 7. C'est à toi. Ah oui, c'est à moi, pardon. Donc, mais là, j'en ai 6. Si j'en prends 2, je monte à 8, là, non? On peut oui, tu peux. Là, c'est bon. Et ce sera la fois d'après où, en fait, il faudra... Ah oui, très bien.
Tu jettes un arbre monde, Ouais. plus 50 si toutes les cartes non masquées appartiennent à des familles différentes. Ah ouais. Alors ça, c'est bien de le savoir dès le début, quoi. Parce que pour avoir des cartes strictement différentes, c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce que je fais Et Lola, quand on a cette carte en main, qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux T'inquiète pas, j'arrive, je finis juste mon tour. Ouais, je vais jeter ça. Alors, donc maintenant que tu as cette carte en main, la partie va s'arrêter quand il y aura 12 cartes sur la table. Donc là, on est à 10. Donc ça peut s'arrêter assez vite. Ouais, Soit tu pioches ici une carte, soit tu prends une carte d'ici. d'accord. Mais tu vois, si tu jettes une carte Je, et que moi je- jette une je carte, prends une carte, Mhm. je suis obligé d'en jeter une, c'est ça, on a toujours que cette carte. Effectivement, moi aussi je vais me servir pour chaque armée. Moi je vais aller prendre le marécage et je vais jeter la gemme de loi parce que j'ai pas réussi à faire des suites. Il faut réussir à avoir des cartes qui vont Ouais. exactement dans le même sens. Ouais, les jokers, il faut bien... bien jouer, ça peut être assez fort, quoi. Parce que ok. C'est à toi. Oui, je vais jeter ça. Ah, je vais prendre ok. ça. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un autre truc que je veux, moi, ou pas? J'ai envie de... Oh, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de prendre ça. Tu sais, moi, j'ai tendance à bien aimer quand c'est le hasard qui m'aide. Mais je vois là, c'était une bêtise, quoi, par exemple. Je jette un mirage. Ça copie le nom d'une famille. Et là, si j'avais Carte. aucune de là, j'en ai 7 en main, je peux quand même piocher Tu pioches, une, et c'est tu ça? jettes, et c'est la fin de la partie. Ah, si je jette, Ah bah tu Ah vas oui. jeter. je vais jeter. Si tu veux ouais. que ça s'arrête, en fait, il faut... Ah oui. Je suis pas ravie. J'aurais bien aimé faire Moi un non truc plus. de plus. Faut que je jette quelque Oui, là, chose. c'est enregistré, tu n'as pas du tout envie de voilà. faire un score minable. Et oui, Et donc là, on compte les points en regardant tout simplement les points qu'il y a en haut de tes cartes et les effets, en fait, qui vont avec. d'accord. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'ils ont fait un petit... Oui, parce que petite ça, application. sinon ça serait un peu compliqué. C'est un peu dur de compter. Donc tu vas juste me dire, est-ce que tu as des armes? Non. Non, Armée? oui, Mhm. infanterie naine. Ok. Ensuite, artefact? Artefact, oui. Mhm. La rune de protection. Ok. Le climat? J'en ai pas. Créature? Oui, la licorne. Ok. C'est mignon ça. Une flamme? Oui, Mhm. l'éclair. Joker? Oui, la métamorphe. Ok. Et du coup, t'as une impératrice, c'est ça? Oui, Ensuite, un sorcier. t'as un sorcier, t'as un démonstre, Démoniste. démoniste. Et donc tu fais 116 points. Ce qui est minable. Oui, non, non, mais moi je sais plus ce que j'ai fait moi. Alors moi du coup j'ai une arme, c'était un arc elfique. À mon avis ça n'a pas trop marqué, ça je l'ai eu à la fin. Armée, j'ai pas d'armée. Non. Ensuite artefact, non. Climat, non. Créature, j'en ai 2. J'ai un dragon et une hydre. Moi je les jouais très dans les légendes. Ouais. J'ai un sorcier et 2 terrains et cavernes. Ça va bien ensemble. Et je fais 114. C'est pas terrible du tout. C'est pas terrible. Donc du j'ai tout. gagné, c'est ça? T'as gagné De 2 points. avec ouais. des scores pas terribles de 3 points. Bon voilà, en tout cas là, ça permet Non, mais de voir un petit peu qu'on peut jouer avec des éléments du Moyen-Âge. Ouais. Je trouve ça assez chouette. Oui.
C'est un jeu où finalement il y a pas mal de stratégies, je pense, parce qu'il faut arriver à garder une position cohérente, sachant que la cohérence, elle peut être aussi dans la diversité, donc c'est dur à équilibrer sa main. Ouais. On est complètement d'accord, les parties sont hyper différentes. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant, en plus c'est rapide. Et on doit progresser, au fur et à mesure qu'on connaît les cartes, je pense qu'on doit progresser parce qu'on peut savoir... moi j'ai déjà fait quelques parties, vu le résultat, là, maintenant oui, mais normalement on est censé progresser. D'accord, non mais c'est amusant. Ouais. Merci Jean-Louis pour cette partie et puis pour avec plaisir. C'était très agréable et très riche. Merci Lola, et puis à une prochaine fois. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode et j'espère que ça vous a plu. Je sais pas vous, mais moi, les histoires à propos des échecs que peut raconter Jean-Louis, je trouve ça passionnant. Et on retrouvera d'autres histoires sur le médiéval et les jeux dans les prochains épisodes sur la chaîne. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.